Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Vincent, alias Vassili Z de VD Studio. Vassili Z étant son pseudo sur le Warfo pour ceux qui le connaissent, pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets ou des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Donc Vincent, bienvenue à toi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je t'en prie, que peux-tu nous dire sur toi s'il te plaît? Donc je m'appelle Vincent, 43 ans, je vis pas très loin de Limoges et je suis peintre professionnel et professeur de peinture accessoirement pour peindre des armées. Je fabrique aussi pas mal de décors, des tables de jeu en fait, et vous avez pu voir certaines de mes réalisations sur certaines chaînes YouTube ou sur le Warhammer Forum. Notamment certaines chaînes YouTube, dont une qui parle de Warhammer Battle V8, donc nous, évidemment, ça nous parle. C'était la guerre au garage. Voilà. À l'époque, une table au elfe noir, qui est un énorme morceau dont je suis assez fier. Et puis, dernièrement, pour une autre chaîne YouTube, French Wargame Studio, voilà, ça. Tu peux la nommer. Ah oui, tout à fait. Bonjour Evie. Une table qui s'appelle Résurgence et qui était plutôt axée nature, cascade, etc. Vous aurez pu peut-être la voir, il y aura le lien en description, je pense aussi. Oui, bien sûr, on mettra tous les liens dans la description, vous en avez l'habitude. Alors, première question, comment es-tu entré dans le hobby, par qui et à quelle occasion? Je crois que c'était, je suis sûr d'ailleurs, c'était au collège, White Dwarf numéro 2 ou 3. D'accord. Et puis de là, on n'a pas raté un seul jusqu'à maintenant, plus ou moins. Donc, je suis venu au hobby d'abord par les livres dont vous êtes le héros, curieusement. Je suis un gros lecteur. Donc ce sont des bouquins où vous vivez une aventure, vous avez paragraphe en paragraphe, ça m'a fait rentrer dans l'univers de l'heroic fantasy, et puis je suis tombé donc sur le White Dwarf, où il y avait les petits gobelins et les petits elfes qui me faisaient rêver, mais en miniature. Et à partir de là, je me suis intéressé au wargame, à la stratégie militaire, et c'est comme ça que je m'y suis mis. Ensuite, j'avais 2-3 notions de peinture déjà à l'époque. Tu faisais des maquettes peut-être? Ouais, tout à fait. Ouais. On a tous fait ça, on commençait par les maquettes. Les mobiles, Lego, pour ne pas les citer. Et puis, en fait, oui, c'est venu naturellement, en fait. Yes. Première commande, je devais avoir 13 ans. Première commande. Commande payée. Ah ouais? Ouais. Oh putain, c'est énorme. Bon, alors, tu nous disais, tu y es venu par toi-même, c'est pas le biais d'une autre personne? Non, non. Par contre, ensuite, la communauté étant ce qu'elle est, même à l'époque, il y a 30 ans, grâce à certains magasins, j'ai rencontré des wargamers et tout de suite, ça matchait. On allait chez les uns, on allait chez les autres, on s'échangeait les livres, on se peignait des bonhommes et on lançait des livres, quoi. Yes. Et plutôt à l'époque Warhammer Battle ou plutôt 40 000? C'était Warhammer Battle au début, puisque comme je l'ai dit, c'était l'Heroic Fantasy, moi, qui m'avait plu. Et ensuite, en parallèle, je me suis mis à lire de la science-fiction, ce qui m'a amené aussi à Warhammer 40 000, mais Warhammer 40 000 était beaucoup moins développé à l'époque, il y a 30 ans, que Warhammer. Donc c'était plus difficile d'accès. Donc Warhammer d'abord et ensuite Warhammer 40 000. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît, alors, ou à l'époque, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Alors la partie, les deux parties qui me plaisent le plus, alors ça peut paraître paradoxal, c'est d'abord l'enseignement. Moi ce que j'aime c'est faire passer ma passion et donc apprendre aux gens à peindre des armées. Ça c'est, il y a un contact humain et puis c'est valorisant aussi pour moi, et puis ça permet aussi de rencontrer des gens. C'est un peintre professionnel, c'est un métier où on est très seul. Et recevoir des gens chez soi et leur donner des cours, c'est humainement parlant, c'est super. Et puis la deuxième chose, c'est les décors. Faire des décors, créer des mondes, enfin, c'est prend pour Dieu, quoi. Donc le lundi, la lumière, le mardi... Le lundi matin au café, avec, voilà, et je fais mes croquis, et puis tout au long de la semaine, je déroule. Et, depuis le premier croquis, les idées qui viennent, et la réalisation et le vernis, il y a tout un processus qui est vraiment très intéressant. Et le dimanche, tu te reposes. Voilà, c'est ça. Je joue au bonhomme sur mon monde. D'accord, c'est génial. Donc, quel jeu pratiques-tu? Alors, j'ai longtemps joué à Warhammer et à Warhammer 40 000. Je suis beaucoup moins maintenant, parce que je joue un peu moins. Je suis resté fidèle, par contre, à un jeu qui me tient très à cœur, c'est War Master. Et je joue en tournoi assez souvent à King of War. D'accord. Et tu es dans une association à côté de Limoges? Alors oui, le MLF, c'est le club, c'est un des deux clubs avec Wargame Limoges, je crois. Vous m'excuserez si j'écorche le nom.
Un des deux clubs de Limoges, en fait, qui est là depuis 25 ou 30 ans. D'accord. Donc, on mettra aussi les liens dans la description, parce que comme Ils ça, font ça des tournois permettra... cet été, d'ailleurs. Bah voilà. Et tu nous parleras un petit peu plus longuement de ton association un petit peu plus tard dans l'interview, en même temps que ton projet professionnel. Actuellement, quel est ton jeu t'en as un peu répondu déjà à cette question, mais quel est ton jeu préféré actuellement? Alors, moi, celui auquel je joue le plus, c'est King of War, parce qu'il me rappelle le Warhammer de mes débuts d'il y a 30 ans. Ouais. Tout simplement, on pourra en discuter après derrière. Et puis, comme je viens de le dire, War Master, là, je relançais un projet War Master, je suis en train de faire une table, je sonne le clairon pour attaquer tous mes potes pour revenir jouer à des batailles énormes sur des tables de ping-pong. Je me vois bien cet été avec quelques merguez, une ou deux bières, sur des tables de ping-pong à jouer à la guerre, ça serait vraiment sympa. Donc ces deux jeux-là, c'est vraiment les deux jeux que je pratique en ce moment. Ok, et alors, combien d'armées as-tu de peintes? Alors, j'ai une armée peinte en ce moment. C'est une armée de chevaliers, un thème bleu et blanc, que je vais revendre. Parce qu'en fait, je suis pas du tout un collectionneur. D'accord. Donc, à part celle-ci, j'en ai aucune chez moi. Enfin, j'ai une armée d'orques pour King of War, quand même, que je garde parce que bon, c'est une armée de cœur. Mais dans ma vie depuis 30 ans, dans ma vie de hobbyiste depuis 30 ans, j'ai dû faire 35 armées. Ah, quoi. Toutes revendues. Toutes revendues. Et alors, parfois, tu dois les voir passer quand même. Ouais, sur 30 ans, certaines non, mais l'idée c'était que quand j'étais adolescent, pas beaucoup de sous, donc j'achetais une première armée, je la peignais, et puis ça me payait la seconde, et ainsi de suite. D'accord. C'est l'effet boule de neige, quoi. Alors donc, est-ce que tu as des projets non peints? J'ai aucun projet non peint, à part une figurine de drone de Nurgle pour un très vieil ami qui me surine depuis 1 an et demi pour tout peindre ce bonhomme. Mais non. Donc on peut lui passer le message que c'est pas pour tout de suite. Ouais. Tu vas attendre encore un peu, Jean-Luc. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. En fait, comme c'est mon métier de peindre, je peins entre 30 et 50 heures par semaine. Peindre pour moi, ça devient compliqué, quoi. En fait, il faut vraiment que la gamme de figurines me tape dans l'œil, ou que j'ai un concept stratégique à mettre en route et que j'ai envie de monter une armée spécifique pour aller en tournoi. Par exemple, là, ce qui me trotte dans la tête, c'est une armée soit de Huns, soit de Mongols. D'accord. Voilà, une armée historique, pure et dure. Ah, pour King of War? À King of War, on peut jouer Romain contre mort-vivant sans problème, en fait. Ah ouais, d'accord. Le système est génial. Et alors, justement, on fait une petite digression, mais du coup, un jeu comme Saga, ça t'aurait pas... Alors, t'as testé, pas? J'ai pas testé, non, du tout. Donc à l'image, dans ton club, il n'y a pas... Alors à ma connaissance, non, ils jouent pas à Saga. Ouais. D'accord. Parce qu'à Angoulême, à l'SGH, qu'on salue, il y a beaucoup de joueurs qui sont mis à Saga, qui étaient des anciens joueurs de Warhammer Battle V8, et qui se sont mis à Saga justement pour le côté, on va jouer, on va faire des projets historiques, et donc voilà, c'est intéressant. Mais ce concept-là est excellent, parce qu'en plus ça permet de regrouper des communautés, c'est-à-dire la communauté des figuristes historiques, qui sont des stratèges purs et durs comme les Napoléoniens, et ceux du fantastique, et on se retrouve avec des ambiances en tournoi, avec des vieux de la vieille ou des petits jeunes, qui jouent au même jeu et qui ont la même passion, mais pas du tout la même approche. C'est vraiment intéressant. Et puis, avoir une armée napoléonienne qui joue contre du mort-vivant, c'est grandiose. C'est rigolo. C'est moins son mal, Napoléon. Et alors, on va faire aussi un petit tour du côté de War Master. War Master, pour ceux qui ne connaissent pas, du 6 mm, l'équivalent de Adeptus Titanicus ou de NetEpic pour Warhammer 40 000. Et donc là, l'intérêt, avec l'impression 3D, notamment résine, l'intérêt de pouvoir avoir des foultitudes de figurines pour des prix tout à fait intéressants. Et j'imagine une communauté qui, en plus, a retravaillé les règles. Les règles ont été pas entièrement refondues, mais remises à plat. Je sais plus j'ai téléchargé les dernières règles gratuites. C'est très bien fait. C'est bien mieux que la première, qui était écrite par Presley, il me semble. Ouais. Et qui date de 2000. Hein. De Mathusalem, 98 ou 99, je crois bien. Et c'est très bon. C'est un jeu léger, facile à mettre en œuvre, et il le faut parce qu'on parle d'engagement. C'est pas d'escarmouche, quoi. Il n'y a pas 80 bonhommes, quoi. Il y a vite 300, 400, 500 bonhommes. D'accord. Et donc il faut des règles qui aillent vite, qui soient très intuitives. Et puis l'autre intérêt de War Master, au-delà du côté tactique vraiment pur et dur, c'est que d'abord les profils sont lissés, c'est-à-dire comme à King of War, c'est-à-dire que vous n'avez pas de Death Star comme on dit, c'est-à-dire il n'y a pas de figurine qui prend le dessus.
Et puis l'autre intérêt, c'est qu'en termes de hobby et de décor, de modélisme, vous faites des décors à une échelle beaucoup plus petite. En fait. Ce qui permet de... sur une table de ping-pong, vous pouvez faire une vallée complète. Quoi. Ouais, je comprends. Et ça, c'est génial. Bah, ce sera avec grand plaisir, en tout cas, que si ton projet War Master aboutit, et que tu viennes sur la chaîne y jouer, même pour présenter le jeu, ça serait super, avec un de tes amis de Limoges, ce serait génial. Donc rendez-vous est pris. Maintenant qu'on l'a dit devant la caméra, on sera obligé. Alors on va parler maintenant de ton projet plus professionnel, plus personnel, plus professionnel, oui, c'est la raison de ta présence ici, entre autres. Donc VD Studio, c'est un service de peinture qui existe depuis plus de 10 ans. C'est ça, oui. Donc c'est pas d'aujourd'hui que tu t'y es mis. Des centaines de figurines peintes, j'ai envie de dire des dizaines d'armées de peintes. Tu te définis plutôt comme un peintre d'armée? Alors ouais, moi je suis clairement un peintre d'armée. Pour moi, il y a deux sortes de peintres, hein, les peintres d'art et puis les peintres d'armée. Désolé pour le coup du stylo. Et donc moi je suis un peintre d'armée, c'est-à-dire que je suis incapable de gagner une Sailor Sword ou un Golden Demon, et même de passer 150 heures sur une figurine, c'est pas mon travail. Par contre, je peux sortir 2 armées par mois. Donc ça n'a rien à voir. Donc, en termes de qualité, c'est moindre, mais en termes de quantité, c'est bien plus. Même si on peut sortir quelques pièces de niveau très correct, bien sûr, ça reste de la très belle armée de jeu. C'est de la peinture de jeu, contrairement à de la peinture d'art que vous trouvez dans les magazines ou dans des grandes vitrines. Ouais. Bah, on pourrait faire, pour que ce soit compréhensible par tous, la différence entre la Joconde et la Chapelle Sixtine. C'est-à-dire que même si les deux sont de qualité exceptionnelle, hein, attention, entendons-nous bien, on met des gros guillemets, mais d'un côté on va avoir un tableau et de l'autre côté on va avoir toute une fresque, donc c'est pas le même métier en tant que tel. C'est pas la même quantité, c'est pas la même approche, voilà. C'est pas du tout la même approche artistique. Parce que la finalité n'est pas la même. Voilà, c'est ça. Et il y a une... Quand vous peignez une armée, il y a une approche artistique qui consiste à lier l'ensemble. Que ce ne soit pas une armée disparate faite de briques et de brocs avec des couleurs différentes, il faut arriver à la lier tout en gardant le fluff cohérent. Voilà. La lisibilité sur table. C'est ça, et donc c'est un métier. Alors, vous le verrez, vous l'avez sans doute vu dans l'intro de cette vidéo, donc on a mis un certain nombre de productions de Vincent, hein, de VD Studio, donc comme ça vous permet de voir, et il y aura une autre vidéo qui sera faite où on verra l'intégralité en fait du wargamer Vincent, si j'ose dire. Et ça, c'est un truc qui était intéressant et qu'on voulait nous faire sur la chaîne pour faire découvrir un hobbyiste, un wargamer dans l'intégralité de sa vie de hobbyiste, en fait. Ouais, je te remercie. Mais c'est normal, c'est pour ça qu'on est là. Alors, comment t'es venue l'idée, il y a une dizaine d'années, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier, il y a des gens qui le font très bien, il y a des gens qui font la chasse au concours, c'est quelque part quelque chose d'un petit peu plus convenu dans le hobby aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'était pas évident de se dire on va devenir peintre, peut-être aussi le marché était plus petit, hein, plus resserré. Comment t'es venue l'idée de devenir peintre pro? Moi, je suis rentré chez Games Workshop à 18 ans, j'ai travaillé 8 ans chez eux. Games Workshop à Limoges et à Nice et à Nice. Ensuite, j'ai ouvert le magasin de Limoges. Ensuite, j'ai fait d'autres choses, mais je suis toujours resté hobbyiste et dans le wargame en général. Et puis, à un moment de ma vie, reconversion professionnelle, et je me suis demandé ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de peindre, en fait, des petits bonhommes et d'être payé pour le faire, ce serait parfait. Donc, j'avais déjà les compétences, j'avais l'équipement, aérographe, ordinateur, appareil photo de bonne qualité. Le local aussi, enfin, tout était quasiment prêt, il ne restait plus qu'à avoir le réseau, ce que m'a donné le Warhammer Forum, que je remercie ici d'ailleurs. Ça permet d'avoir une visibilité. Et puis c'est venu naturellement en vérité, quoi. Comme j'avais déjà beaucoup d'expérience là-dedans, j'avais déjà peint des milliers de figurines avant de me lancer en pro. Comme je te l'ai dit, première commande à 13 ans et demi, donc j'ai jamais vraiment arrêté de faire ça. C'est énorme. Ouais, mais c'est génial. Pour un adulte qui n'avait pas le temps, mais qui avait les sous. Et ouais, c'est génial. C'était du Space Marine à l'époque, enfin du Epic, quoi. C'était la boîte de base, je me souviens. Ouais. C'était rigolo. Super jeu, moi, je trouve qu'un des meilleurs systèmes de jeu qui ait jamais... Et justement qui a été repris par NetEpic, donc vraiment super. De toute façon, tous ces jeux-là sont très bien. Et puis donc, je me suis lancé tout simplement, et ça a bien fonctionné. Alors évidemment, il y a plein d'heures à passer, il y a des épreuves qui sont difficiles, mais finalement c'est assez gratifiant, et puis je suis très heureux de faire ça, quoi.
Alors, ce que tu m'expliquais hors caméra, mais qui est très intéressant, c'est que tu as, au-delà de la professionnalisation du métier en tant que tel, tu me parlais de la manière dont tu établissais les devis, dont tu avais depuis plus de 30 ans des carnets avec le temps de peinture pour différentes couleurs, différentes armées, pour pouvoir avoir un devis global en termes de temps passé le plus proche possible de la... Est-ce que tu veux nous expliquer d'ailleurs ça? Parce que ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je pense que c'est intéressant aussi pour les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer dans ce métier, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, à condition d'avoir, à mon sens, certaines valeurs et certaines capacités aussi, sans vouloir faire de l'élitisme. Il y a des traits de caractère qu'il faut avoir, à mon sens. Oui, pour le coup des devis, une des difficultés principales, c'est pas de peindre les bonhommes, en fait, ou même de trouver les clients. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être rentable. Sans vouloir faire mon capitaliste primaire, quand on fait signer un devis à un client, il faut s'y tenir. Mais quand vous vous rendez compte, à la fin de votre travail, que vous avez un dépassement d'heures de 50 heures, à la fin du mois, vous êtes crevé, vous n'avez pas gagné beaucoup de sous, quoi. Donc la principale difficulté, c'est combien de temps je vais mettre pour satisfaire mon client. Et ça vient avec la bouteille. Et le conseil que je peux donner aux gens qui veulent débuter, c'est noter tout. Travailler au chronomètre. C'est-à-dire que Space Marine, rose, avec des farfeluches dorées, ça vous prend tant de minutes. Et vous le notez et vous l'archivez. Et au fur et à mesure, vous allez avoir un listing comme ça qui va vous permettre tout de suite, en quelques minutes, de faire des devis en sachant que avec votre technique, avec la couleur que vous allez utiliser, avec le style de gravure qu'il y a, avec le soclage, avec le temps de préparation, enfin, il y a tout un tas de variables, vous allez pouvoir faire des devis de plus en plus justes, ce qui va vous permettre d'abord de satisfaire votre client, que ce soit carré et légal, et puis ensuite vous allez pouvoir être rentable, tout simplement. Ouais, tout à fait. Donc c'est assez intéressant. Alors tu m'expliquais aussi que tu mettais toujours 10% de plus ou de moins et qu'à la fin, si tu avais mis 10% de temps de moins, bah tu le... Je le dégrévais. Ouais, tu le dégrévais, tu rétrocédais au client. Et à l'inverse, bon, il y a toujours ça. Et en fait, on est dans l'artisanat, puisque si on considère, je sais pas moi, un peintre en bâtiment ou je ne sais quoi, bah, c'est toujours pareil. Lui, il va dire, bah ça devrait me prendre tant de temps, mais si... Dans l'artisanat d'art, disons. Oui. Voilà, parce qu'il y a une dimension artistique qui prend plus ou moins de temps et qui est difficile à quantifier. Le coût de majorer le devis de 10%, je le fais beaucoup moins maintenant, parce qu'avec l'expérience, j'ai plus besoin de cette marge de sécurité. Mais ça permet justement d'avoir une espèce de battement, comme ça, un point de patinage qui vous permet de commettre des erreurs. Et puis si vous n'en commettez pas, si vous travaillez plus vite que le devis, ça vous permet donc de faire payer moins cher votre client. Alors, ça peut paraître une aberration dans le monde dans lequel on vit, mais d'abord c'est de l'honnêteté pure et dure. Ouais, de la justesse. Et ensuite, et ça c'est important pour moi, et ensuite, c'est un client satisfait, en vérité. Un client satisfait, c'est un client qui a. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, tu travailles chez toi. Ça implique quoi en termes d'atelier, de temps de travail? Tu nous l'as dit, à peu près 40-50 heures par semaine. Qu'est-ce que ça implique? Quelle est ta vie aujourd'hui? Tu te lèves le matin à 8 h, tu regardes tes mails, tu fais tes devis, comment ça se passe? Ouais, c'est un boulot de chef d'entreprise sans salarié, en fait. Donc j'ai une pièce de 20 mètres carrés qui est dédiée au travail. Donc on a vu les photos dans le slideshow avant. Je me suis fabriqué une table ergonomique qui me permet de gagner du temps. J'ai une grande table de ferme qui me permet de faire des décors, etc. Donc il y a une partie de ma maison qui est dédiée à ça. Et puis le matin, oui, c'est ça, hein, c'est café, je check mes mails, et puis je m'y mets. Après, quand on travaille sans pression autre que la sienne et celle des contrats signés, on peut gérer son temps comme on l'entend. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir une qualité de vie. C'est-à-dire que si un jour, un lundi matin, c'est pas le jour, je peins pas. Ouais. Je vais me balader, je fais des trucs. Ouais. Si un jour il fait beau, tu te dis ce serait quand même dommage de pas aller se balader cet après-midi parce qu'il fait très beau. Là aussi c'est de l'artisanat d'art, donc il faut avoir envie en fait. Ouais. Si vous commencez à travailler mécaniquement, et ça arrive parce que quand on a 5000 points de Space Marine en bleu à peindre, au bout d'un moment, bon, il n'y a pas trop de créativité, on est dans du travail à la chaîne. Quand vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas bon en vérité. Ouais. Non seulement vous êtes moins rapide, mais en plus, il n'y a pas de valeur ajoutée artistique. Donc il faut savoir s'écouter, mais pas trop, parce qu'il faut tenir ses engagements en termes de date. Donc si je bosse pas le lundi, le dimanche, je vais bosser en gros. Quoi. Mais c'est toute la difficulté d'être son propre patron. Il n'y a pas que dans l'artisanat d'art, tous les... C'est un peu dans le YouTube, c'est pareil. Voilà, tous les auto-entrepreneurs connaissent ça. Personne vous pousse au cul, fermez les guillemets, et il faut savoir se fliquer.
Et c'est pour ça aussi que paradoxalement, alors moi je suis pas trop, enfin les mauvais commentaires ça me touche moyennement, enfin je m'en fiche un peu, mais parfois un commentaire un petit peu sympa, pas forcément élogieux parce que tout vit aux dépens de ceux qui, tu vois, mais une récurrence de personnes qu'on va retrouver sur les lives, sur les choses comme ça. Ils vont me mettre, alors j'imagine c'est pareil pour toi sur Facebook, le petit like sympa, on retrouve un peu tout le temps. Ça, de temps en temps, ça booste un peu. On se dit, allez, tiens, je sais qu'un tel, même si je l'ai jamais rencontré, ça va lui faire plaisir, donc... Mais nos métiers sont des métiers artistiques, et donc, toute proportion gardée, nous avons des égos d'artistes, et on a besoin de reconnaissance. Toi, quand tu as les commentaires sur YouTube, moi sur Facebook pareil, ou sur le Warfo aussi. Ou sur le Warfo, voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, quand je présente une table et qu'il y a 160 ou 200 heures de boulot, c'est quand même une implication émotionnelle et artistique majeure. Et quand vous avez des commentaires qui disent waouh, c'est dingue, voilà. Mais c'est vrai que c'est dingue. C'est vrai qu'elles sont dingues, c'est pas. Non, mais c'est vrai. Ça donne envie d'en faire d'autres. Alors après, pour les anciens hobbyistes comme nous, digresser 2 minutes, mais pour les anciens hobbyistes comme nous, les tables, ça représente quelque chose. Non, parce que c'est la projection qu'on avait dans les White Dwarf, où on se disait mais comment ils font ces tables-là? Bah ouais, mais eux ils bossent chez Games Workshop, ah là ils ont un bout de ceci, ils ont un bout de cela, ouais mais ça si on doit l'acheter ça va coûter super cher donc on peut pas machin. Ah ouais mais eux c'est facile aussi, ils font leur forteresse, ils ont 3, budget, bah ouais, ils ont 3 ou 4 forteresses pour en faire une machin. Mais en même temps, et c'est tout le mythe aussi de Warhammer World, l'idée que c'est devenu un véritable musée et ainsi de suite, et tu fais des tables qui sont dans cet esprit-là. C'est-à-dire que quand la gare au garage ou celle que tu avais présentée chez French War Game Studio, ça raconte déjà tellement une histoire, alors qu'il n'y a pas de bonhomme dessus, tu as envie de mettre tes bonhommes dessus pour raconter ta propre histoire, la trame est là. C'est comme ça qu'il faut concevoir une table, à mon sens, c'est un décor de cinéma, en vérité. Absolument. Voilà, sans bon décor, tu fais pas de bon film, à part des huis clos un peu bizarres de cinéma d'auteur français, tu vois. Mais en vrai, quand t'as un plateau de jeu qui raconte une histoire en soi, et en plus on peut aller loin, on peut faire des allégories, on peut faire des œuvres à tiroir avec des symboliques, on peut toujours triper, ça c'est certain. Et puis il y a la dimension tactique, stratégique. Voilà. Fonction que tu fasses une table fixe, une table où les décors peuvent bouger, mobile, donc tu peux orienter la stratégie, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment passionnant. Alors justement, moi je t'ai connu à l'époque en tant que créateur de tables, ce qui est une des choses que tu préfères faire en fait. C'est ce que je préfère faire. Voilà. Après la difficulté, ça et les cours. Après la difficulté, c'est que pour le coup, le marché est encore plus de niche que le marché de la... Oui, c'est carrément de la micro-niche. Enfin, vendre une table où tu bosses 150, 200 heures dessus, plus la livraison, plus les frais de matière première, c'est un énorme budget pour l'acheteur. Donc c'est difficile à vendre, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on fait une table pour la vendre? Alors ouais, c'est mieux, évidemment. Et puis surtout pour qu'elle vive. Quand je vends une table et qu'elle est dans un magasin et qu'il va y avoir des centaines de personnes qui vont jouer dessus, qui vont triper dessus, qu'elle va s'abîmer, une œuvre d'art, c'est fait pour être utilisé, profiter, pour faire rêver des gamins. Si ma table elle peut faire partir des gamins de 13 ou 14 ans dans le hobby, j'ai fait le contrat, quoi. T'es un peu dans l'esprit du luthier. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un bel instrument pour que l'artiste puisse... Mais qu'en même temps, il soit joué. Mais oui. Si c'est pour qu'il soit dans un coffre-fort, c'est pas... Faut que ça vive. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas gardé mes armées. Tu vois, je te parle de plus de 30 armées, j'en ai gardé aucune parce que... Voilà, moi je suis content soit de l'offrir, soit de la vendre à quelqu'un qui va jouer avec, qui va aller en tournoi, elle va vivre, L'art, c'est fait pour ça. Si l'art est immobile, il est mort. Pour les tables, quel est ton client type? Alors tu vas me dire, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas idiot, ce que j'avais jamais pensé à ça, mais un magasin, ça peut être un client, par exemple. Tout à fait. Avant de parler de ça, il faut dire qu'on ne fait pas une table pour la vendre, il faut y penser. Mais selon moi, si on fait un projet artistique en ayant d'abord un business plan, c'est déjà mal barré. Ouais. Dans ce cas-là, on fait de l'impression 3D et puis on fait autre chose. C'est un autre métier. Là, c'est une pièce unique. On peut parler d'une œuvre d'art, il me semble. Et du coup, il ne faut pas la faire pour un client. Maintenant, à qui est-ce qu'on peut vendre ce genre de choses? Il y a des particuliers, mais c'est rare. Parce qu'il faut
souvent pas mal de place, notamment pour le stockage. Et puis il faut des sous, hein. C'est un budget conséquent, hein. Autant d'heures de boulot, des matériaux de bonne qualité, tout ça, c'est un coût, quoi. Ensuite, oui, souvent ce sont des magasins qui achètent ce genre de table, pour faire des tables de démonstration. Yes. Parce qu'avec une superbe table, tu as plus de clients qui rentrent, et puis en termes de prestige, hein, et puis souvent, enfin, les gens qui tiennent des magasins de wargames sont toujours des passionnés. Yes. Alors, justement, demain, quel avenir, quel projet, quel but pour VD Studio? Tu m'as disais que toi, de toute façon, comme pas mal de peintres pro d'ailleurs, hein, tu peins pas de tabletop. Non. Tu as donc, alors j'imagine qu'il y a 10 ans, tu prenais ce qu'il y avait, hein, mais aujourd'hui, avec ton expérience, ta connaissance, ton réseau et ainsi de suite, et ta clientèle que tu t'es faite, donc tu peux te le permettre, mais c'est aussi un choix délibéré d'artistes, en fait, d'artisans et d'artistes. Donc, quel est demain, voilà, comment tu vois ça sur les 3, 5, 10 années à venir? Moi, j'ai pas envie forcément de grossir. Je suis bien comme ça. Ouais. Pour moi, la liberté, c'est très important. Et ne travailler avec personne et ne faire travailler personne, c'est une des formes de liberté. Donc là, je suis autonome. C'est bien, je gagne correctement ma vie. Je ne fais pas les 100 et les 1000, mais c'est suffisant. J'aimerais bien développer plutôt les cours, parce que c'est vraiment intéressant de discuter avec les gens et d'enseigner. En fait, quand on commence à vieillir, je vais faire mon vieux zobéiste, hein, mais quand on vieillit, on a envie de transmettre à des gamins, ou à des jeunes adultes qui ont envie de progresser, c'est important. Et puis après, j'aimerais avoir un peu plus de trésorerie pour pouvoir produire des tables. Ouais. Parce que quand tu fais une table, tu en as pour un mois et demi. C'est un mois et demi que tu passes pas à faire des contrats de peinture. Donc non seulement elle te coûte des sous pour acheter les matériaux, mais en plus tu gagnes pas de sous pendant que tu l'as fait. Bien sûr. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je vais faire. Alors pour les cours, j'imagine que tu en donnes déjà. Ça se passe comment? Est-ce que, par exemple, avec un de nos amis Tête à l'air qui fait des chambres d'hôtes du Wargame, il y a l'idée, par exemple, de faire venir les gens sur un week-end dans ces chambres d'hôtes et de donner des cours magistraux de peinture. C'est super, c'est une bonne idée. Donc ça peut être un truc. Peut-être aussi, moi je pense que ça s'est pas développé, mais ça peut être très intéressant de venir dans une association, par exemple, sur un samedi, sur 2 jours, peut-être ça peut être des trucs. Ça j'ai déjà fait aussi, pas mal. Moi je donne que des cours particuliers. Pour l'instant, tu donnes des cours particuliers plutôt chez toi? Je donne des cours particuliers chez moi, c'est-à-dire que j'héberge la personne. D'accord. Souvent, donc le cours dure 6 heures, en gros, à moins que ça soit sur 2 jours, auquel cas c'est 12 heures. Et donc on prend l'apéro ensemble, il dort chez moi, on mange ensemble, il y a un côté convivial, et puis on parle de hobby, et surtout on apprend à peindre, on échange sur le sujet. Ouais. Mais je veux pas. J'ai essayé de donner des cours collectifs, mais je trouve que la qualité d'enseignement est moindre, en vérité. Parce qu'il y a une dimension de temps et de psychologie, et quand tu as plusieurs cerveaux dans lesquels tu dois te mettre pour enseigner optimalement à chaque personne, tu délayes ton propos artistique, et du coup je préfère l'individuel. Ah bah, c'est plus efficace. En cours collectif, il faut soit que tu aies un thème, soit que les gens aient le même niveau, parce que sinon c'est effectivement assez compliqué. C'est ça. Alors qu'en cours individuel, je suis beaucoup plus à l'écoute de la personne, les gens viennent souvent avec leur projet en cours, donc du coup je prends leur projet en main, et puis on essaye de voir ce que moi je ferais, ce que lui il a envie, où est-ce qu'ils veulent aller aussi. Voilà. Parce que tout le monde ne veut pas une armée... C'est ça, mais de toute façon, à chaque fois que j'ai des contacts pour des cours, je pose plein de questions par mail. Qu'est-ce que veut la personne? Quels sont ses objectifs? C'est important. Enfin, voilà, on ne traite pas une personne qui veut arriver à faire du non-métallique métal comme quelqu'un qui veut peindre 5000 points d'armée en 3 semaines. C'est pas du tout le même cours. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que 5000 points d'armée en 3 semaines, ça fait rêver, hein, quand même. Il y en a qui y arrivent. Il y en a qui le font. Mais pas sans aérographe. C'est d'ailleurs pour ça, la plupart des cours commencent par un cours d'initiation à l'aérographe. Sans cet outil-là, avoir un débit conséquent, voire même une qualité sur certains dégradés de grande surface, bah c'est pas vraiment... Enfin, disons que c'est possible, mais c'est beaucoup plus long. En maîtrisant l'aérographe, voilà, tu peux faire des choses absolument hallucinantes en quelques dizaines d'heures de pratique, avec quelques centaines d'euros. Et de bonnes pratiques. Parce que c'est surtout des bonnes pratiques, l'aérographe. Mais la plupart des gens qui viennent là pour des cours d'initiation d'aérographe, ils savent pas quoi acheter, ils savent pas comment l'entretenir, surtout. Ils savent pas utiliser l'aérographe de base, et encore moins en avancée.
Et donc c'est tout le propos, quoi. Où acheter, quoi acheter, comment l'entretenir, comment l'utiliser de base et de façon avancée, le tout en 6 heures, quoi. C'est ça le propos du cours, en gros. Yes, et donc on le rappelle, toi tu es dans la région de Limoges, donc les gens viennent chez toi pour le week-end. Eux, ils sont hébergés. À la campagne. Tout est compris. À la campagne, avec les écureuils, les oiseaux, l'apéro. Génial, donc en même temps ça fait un week-end fraîcheur, quoi. Ah oui. Voilà. Donc les liens dans la description. Et moi, ça me donne envie d'aller faire un petit tour chez toi pour filmer tout ça, pour qu'on fasse un truc. Alors, retour sur le perso, parce que, bon, on a vu que tu aimais travailler chez toi, on a vu que tu avais le côté, en même temps, t'aimes bien recevoir, t'aimes bien échanger, mais en même temps, voilà. Donc, tes proches, ta famille, tes parents, peut-être, quand tu leur as dit, moi, alors tu leur as pas dit ça tout de suite, puisque t'as eu un magasin pendant 8 ans, ouais. Donc voilà, mais... le passage du salarié ou du chef d'entreprise, on va dire, classique, à celui d'artisan d'art, c'est pas rien, des fois, dans certains milieux. Comment ça se passe autour de toi quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu... Voilà. Je crois que c'est le même profil d'artiste, et j'ai vécu la même chose que beaucoup d'artistes. L'idée, c'est... combien de fois j'ai entendu que tu veux pas te trouver un vrai métier, toi. C'est important, un vrai métier. C'est important. Et moi, j'étais persuadé que je pouvais gagner ma vie correctement en faisant ça. Et là encore, je répète, hein, mais il y a 10, 15 ans, 20 ans, autant aujourd'hui, ça paraît cohérent pour plein de gens, autant il y a 20 ans, il fallait avoir... Ouais, mais il y a toujours eu un marché. Il y a 20 ans, ou 15 ans, il y avait moins de concurrence aussi. Donc le marché était plus petit, mais il y avait moins de parts de gâteau à couper. Non, c'était faisable à condition d'avoir certaines caractéristiques pour faire peintre pro, qui, à mon sens, hein, après j'ai pas la science infuse, mais sont extrêmement importantes. Mais on digresse, on y reviendra plus tard. Mais ma famille, ils croyaient pas forcément trop, et puis au bout d'un moment, ben si, en fait, quand les sous commencent à rentrer, et quand ils voient aussi le bonheur que ça produit, parce qu'en vérité. C'est pas seulement une question d'argent. C'est surtout pas une question d'argent. C'est une question de bien-être et de suivre sa voie. En fait, c'est le mode mystique on, hein, mais tu vois, il faut suivre ce qu'on a dans le sang, en fait. Et moi, c'était ça. Yes. Donc voilà, tes potes ou quoi que ce soit, pas de problème. Enfin, tout le monde voit ça d'un œil. Maintenant, ouais. Voilà. Avant, c'était un œil amusé ou un œil un petit peu. Ouais, voilà. même du cynisme. Hein. Ouais, du cynisme. Et maintenant, c'est ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça. En grosso modo, c'est ça. J'ai même certains potes qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de me connaître. Et ça, enfin. Ça fait plaisir. Ah, bah, tu t'imagines pas la taille de mes chevilles. Mais bon, c'est anecdotique, mais ouais, ça fait plaisir, ouais. Yes. Ça fait plaisir. Alors, bah justement, comment te vois-tu dans le futur? Quel lobbyiste penses-tu devenir quand tu seras moi, je suis déjà pas très jeune, mais je me vois comme un papy du hobby. Hein. Moi, je vais continuer à peindre. Tant que j'ai des yeux et une main qui tremble pas, je vais continuer à peindre. Peut-être moins intensément, peut-être plus pour le plaisir. Il faut faire tourner la marmite aussi. Hein. Oui, tout à fait. T'as pris aussi ce... Hein on va parler hors antenne. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et puis surtout m'orienter vers les cours, encore une fois. Parce que c'est ça... En vérité, bon, c'est un peu mais je pense que c'est là où je suis le meilleur. C'est là où je me sens le plus vivant, c'est là où je peux utiliser la psychologie, ce genre de choses qui sont des sujets qui m'intéressent. Et je pense que c'est très important dans la pédagogie, surtout en cours particulier. Yes. Donc ouais, je me vois comme ça, en vieux machin, barbe blanche, avec un pinceau sur l'oreille, tu vois. Chapeau gris, en faisant faire des pompes aux mecs, en disant « Travaille encore, là, tu vois ?» Un truc comme ça. Pas assez rapide, Patrice Carabé. C'est ça. Ok, très bien. Alors, quel est... donc, écoute... On est de revue alors, hein, si la santé nous tient. Oh bah oui. Hein, ouais, c'est cool ça. Parce que maintenant on habite pas très loin l'un de l'autre. Donc ça c'est vraiment super. Quel est ton plus grand désir dans le hobby ou ton plus grand regret ou les deux? En général c'est un petit peu lié, mais quel est ton plus grand désir? Regret, je l'aime déjà, c'est de pas encore, et là encore important, avoir posé une table à Warhammer World. Ah ouais. Ah non, faut pas les connaître. Ouais, c'est tout à fait... Ça, c'est un regret. J'aimerais trop rentrer dans le musée, quoi. Sachant que... Bon, c'est la gloire absolue pour moi. T'as quand même certainement encore quelques appointances avec les gens de chez Games. Ouais, il y a un turnover monstrueux chez Games. D'accord. Donc les gens de mon époque, moi j'ai arrêté il y a plus de 10 ans, presque 15 ans. Est-ce que t'as arrêté quand il y avait encore une structure en France ou... Ouais.
Ouais. Juste avant que ça s'arrête. Ouais. D'accord. Donc là, maintenant, il n'y a plus que la structure à Nottingham. Il y a beaucoup de Français à Nottingham. Ouais, mais j'ai eu des contacts dernièrement avec le rédacteur de White Dwarf, etc. Parce qu'il avait vu ma table chez French Wargame Studio. Mais je crois que ça coïncide pas vraiment avec leur politique, leur stratégie commerciale, etc. Ils ont déjà des créatifs qui travaillent à Warhammer World. C'est anecdotique en tête de finance Warhammer World pour eux, donc le recrutement de créatifs pur et dur. Voilà, je pense pas que ça soit leur priorité, surtout qu'en plus je suis pas tout jeune, donc ils préfèrent les gars plus jeunes, ce que je peux comprendre. Mais bon, tu me disais, c'est quoi le regret? C'est ça, quoi. D'accord. Une méga table de ouf à Warhammer World, ça te plairait, ça. C'est le panthéon. Donc c'est en même temps ton plus grand désir, Ouais, peut-être pas mon plus grand désir, mais c'est mon. Alors ton plus grand désir, ce serait quoi dans le hobby? Une femme qui joue avec moi. Ah ouais? Une petite amie qui joue au bonhomme. Ah d'accord. Voilà, en okay. De désir. Donc. Oui, tout à fait. Bon, après, on en connaît, et il y en a de plus en plus. Et il y en a. Non. Alors, et justement, on en parlait hors antenne, c'est vrai que le homemade, c'est-à-dire les décors, la peinture et ainsi de suite, c'est la porte d'entrée. Souvent pour les compagnes ou le personnel féminin. Le prisme artistique fait entrer dans le hobby les femmes, c'est très bien comme ça. C'est un milieu très masculin, certains veulent que ça reste comme ça. Moi je trouve qu'une communauté où les deux sexes sont représentés, c'est une communauté qui est plus équilibrée et je trouve ça bien en fait. Ouais, c'est très bien. Il faut qu'il y ait plein de nanas en fait. Et si elles peuvent rentrer à cause de la peinture, tant mieux. Il y en a de plus en plus, même chez Games et ainsi de suite. Donc de toute façon, elles sont mises en avant sur Warhammer Community ou autre. Donc, voilà, et c'est à nous, joueurs, vétérans ou pas, d'expliquer ce qu'on fait. Qu'on n'est pas que des grands gosses qui font la guéguerre avec des petits soldats. C'est aussi une forme d'art, qu'il y a du fond derrière, il y a plein de choses derrière. Il y a aussi des Eldar. On crée par la même pas que des orques. Voilà, c'est ça. Alors, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby, en 30 ans de passion, il y en aura peut-être plusieurs, mais si tu peux nous en donner un, alors ça peut être en tant que manager d'un Games, tiens d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des mauvais souvenirs, il y en a des bons, j'imagine. Ouais, il y en a des bons. En tant que créateur, tout bêtement, je te poserais bien la question, parce que c'est parti comme une traînée de poudre, et à l'époque, c'était complètement... c'est sorti de nulle part. La guerre au garage, quand tu as fait une table pour eux, comment ça fait partie des bonnes anecdotes? Clairement. En tant qu'ancien de Games Workshop, c'était à chaque fois qu'on allait au Games Day, à l'époque à Paris. Ça, c'était la grand-messe, c'était vraiment bien parce qu'on rencontrait toute la communauté des peintres. Internet n'était pas aussi développé que maintenant. Non, c'est clair. Donc tu te retrouves avec des grands noms, même des concepteurs de jeux de chez Games. Enfin voilà, ça c'était vraiment... Enfin pour le jeune homme que j'étais passionné à l'époque, c'était vraiment super. Et pour nous qui étions visiteurs, c'était super aussi. Hein. Donc, si vous vouliez nous en refaire un, on serait preneur. Après, en tant que hobbyiste, moi j'ai fait beaucoup de tournois pendant 15-20 ans. J'ai fait souvent second. Mais vraiment souvent, à tel point qu'on m'appelait Poulidor, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et j'en ai gagné une fois. Ah. Et voilà, ça c'était où? Je sais plus. D'accord. J'ai joué au Elf à l'époque, qui était cheaté. Enfin bon, j'avais gagné, j'étais hyper content. Voilà. Et ensuite, oui, plus sérieusement, à chaque fois que j'ai livré une table, que ce soit à French Wargame Studio ou à la guerre au garage, j'envoie pas de photos. Ah oui. Je dis au mec, surprise. Attends, j'arrive quoi. D'accord. Et donc à tel point que je rentre chez les gens, j'installe le truc, je leur dis non mais va dans ta cuisine. et quand tout est prêt, ils rentrent. Yes. Et moi mon plaisir c'est je les regarde directement dans les yeux pendant qu'ils mettent leurs yeux de gosse sur la table. Et là je sais si j'ai fait mouche ou pas. D'accord. Et ça c'est dingue parce que ils sont forcément des passionnés. Et ils se retrouvent avec une table qui est censément une table de fou, dont ils s'imaginaient pas du tout le truc, et voir ça briller dans leurs yeux, ça veut dire que si eux je les ai fait triper, tous leurs spectateurs vont triper, et moi c'est gagné. Ça c'est là-dessus que je suis payé. Ouais. Ça vaut plus qu'un chèque quoi. Bon, eh ben écoute, en tout cas c'est super intéressant, et moi je garde un souvenir très marqué effectivement de cette table, en plus parce qu'il y avait des elfes dessus, de la guerre au garage, donc merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Vincent. Alors, on va passer maintenant à un questionnaire portrait chinois hobbyistique à la bouillon de culture.
Et ça, ça devrait bien te faire plaît bien, plaisir. le concept est super. Voilà. Ouais. Je trouve ça très poétique, c'est bien. Alors, c'est si vous étiez, alors c'est si tu étais, parce qu'on se tutoie, alors si tu étais Vincent, si tu étais, alors on va juste, avant de commencer, parce que moi il me l'a dit, Vassili, d'où est-ce que ça vient? Alors Vassili, ça vient de l'histoire, hein. C'est la bataille de Stalingrad et c'est le nom d'un héros russe, sniper, Vassili Zaïtsev, qui a été immortalisé dans le film Stalingrad d'ailleurs. De Jean-Jacques Hano. Et qui est très bien, que je vous conseille, et très dur. Pourtant, c'est un film français. Et... Comme quoi? Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien, le cinéma français, j'aime bien. Audiard, arrête avec ce style. Ah oui, pardon. Audiard, par exemple. Ah oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que moi j'en mets dans les rapports de bataille. Pourquoi un nom sniper? Parce que peintre pro, c'est un travail de précision, et que le sniper, c'est quelqu'un de discret et d'efficace. Et c'est comme ça que je me vois en tant que professionnel. Voilà. Précis, pointu, tranchant, comme dirait l'autre. Alors justement, si tu étais un mot dans le hobby. Si j'étais un mot dans le hobby, je dirais... Il a eu le... Fluff. Fluff? Ah, fluff. Ouais. C'est un mot qui est très particulier au hobby, ça. J'ai eu le C'est un mot qui n'existe pas en dehors du hobby. Mais je l'ai survolé pour rester un peu, pour que ce soit... Pour que ce soit frais. Ouais, frais, ouais. Mais fluff, tiens, par exemple, c'est très Fluff, intéressant. ouais. Parce que c'est un mot que je ne connais pas en dehors du hobby. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est un mot qui veut rien dire. C'est Ouais, comme Google. je crois qu'il parle de l'or aussi maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais fluff, c'est marrant, on a toujours employé ce terme-là, je sais même pas d'où il vient d'ailleurs. Et bon. C'est un truc à la base anglais, je crois, mais je sais pas exactement. Et c'est un truc très particulier au hobby, et pourtant. Pourrait nous le dire, ouais. Ouais, parce que pour moi, cette histoire, voilà, tout découle d'une lecture ou d'un dessin, en fait. Et ensuite, on tripe. Combien de fois j'ai fait des listes d'armées le matin au café parce que j'avais lu un truc, tu vois, d'une histoire, d'une embuscade ou d'une table qui m'a fait penser à un machin. Là, tout part de l'imagination et pour moi, fluff, ça représente l'imagination. Et tout est là. Et tout est là d'ailleurs. Parce que c'est au-delà de pousser des pitous en plastique. Si tu te racontes pas une histoire quand tu le fais. Alors bon, après, 2 ou 10 ou 5% des joueurs qui sont là pour la poutre, mais tout le reste des autres, quand ils jettent les dés, c'est parce que ça raconte une histoire. Oui, et puis surtout, c'est une histoire qu'on raconte à deux, au minimum, avec son partenaire de jeu. Quand l'esprit de compétition, là, il y en a beaucoup moins, c'est vrai, mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Hein. Yes. Si tu étais un livre dans le hobby, alors je sais que tu lis beaucoup. Si j'étais un livre dans le hobby... je serais le livre des rancunes. Ah ouais. Attention, c'est un gros livre. Hein. Ah, je sais. D'accord. Si tu étais un jeu dans le hobby. Alors ça peut être un jeu dans le hobby, comme le tarot de l'empereur, ou ça peut être un jeu dans tout ce qui a été Gorkamorka. Non, tu t'as fait mouche. Tarot de l'empereur. Parce que j'aime bien le côté mystique, ça me parle beaucoup, ouais. Yes. J'aime bien ça. Donc c'est un jeu dans le jeu. Ouais, c'est un jeu dans le jeu. C'est la vache qui rit. Et c'est un jeu mystique aussi. Ah, et quand on commence à lancer des dés sur 30 ans ou... Enfin, moi, on fait des statistiques aussi, mais on peut aussi avoir un rapport particulier avec la chance et la malchance. Et il y a une forme de mystique dans le jeu. Certains comprendront. D'autres plus mathématiciens. Sauf qu'une figurine bien peinte, elle gagne. Ouais. Ça fait toujours des meilleurs jets. Voilà. Et quand tu pars avec ton sang, par exemple, c'est plus de 6. Ah si, je te jure. Si elle sort pas au premier tour. Parce que ça, c'est pas mal aussi. Si tu fais chier, t'as peint ton truc, t'as peint ton Land Rider, t'es très peu tu le poses sur la table, t'as même pas le temps de lancer un dé, il dégage. Il faut vernir, Il faut que ça glisse. Alors, si tu étais, justement, tu parles de vernis, si tu étais une couleur dans le hobby. Le blanc, parce que ça teinte tout, ça s'adapte. Le blanc. Ouais. Le blanc, alors le blanc type... la couleur blanche. D'accord. Je pensais que tu allais me dire je sais pas, le blanc White Scar ou le blanc machin. Non, la couleur blanche en général. C'est quand même la plus chiante à peindre. Ouais, mais c'est aussi celle qui a le plus de possibilités parce qu'elle transforme tout ce qu'elle touche. C'est cool. D'accord. Alors, si tu étais une faction dans le hobby. Moi j'aime les elfes. Voilà. D'accord. Que ce soit 40 000 ou à Battle. Ouais, Eldar, j'aime bien ce côté mystique, art, spécialisation,
Dernier d'une lignée. Ouais, la dramaturgie du truc, pour être maudit, machin, ça me plaît bien, ouais. C'est pas mal pour quelqu'un qui n'aime pas trop Gavin Thorpe. Faut que je l'aime pas, donc il a écrit des trucs quand même qui étaient méchamment bourrins, mais bon, voilà. Bah ouais, la voix d'Eldar, moi j'aime bien. Moi. Ah, la voix d'Eldar, c'est bien, ouais. Voilà. Oui, je parlais du concepteur, Gavin Thorpe, pas d'écrivain, mais oui, tout à fait. Alors, si tu étais maintenant une unité hors personnage dans le hobby. Excellente question, ça. Une unité dans le hobby. Je serais un... J'aime bien le magicien, moi. Une unité de... Je sais pas, de... Comment on dit chez les Eldar, là, les archontes. D'accord, ok. Sympa, ouais. Ok. Ouais. Et alors, bah, si tu étais un personnage. Je serais un chanteur de moelle. D'accord. C'est classe, ça fait pas de mal, mais ça construit des trucs en poussant la chansonnette, je trouve ça trop cool. Alors là... En plus, la figurine est superbe. C'est vrai, elle est pas facile à trouver par contre. Ouais. Édition limitée à l'époque. Ouais. Et c'est marrant parce que là aussi, ça a été un des liens avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que les chanteurs de moelle, même si on les connaissait dans le fluff, on les connaissait pas en tant que figurine. Ouais. Alors c'est un peu... Ça va dans le côté de Jerry Johnson qui avait fait un très bon article dans un White Dwarf. Lequel était le premier de la poule, c'est-à-dire le concept de la figurine ou la figurine qui crée un concept. Ouais. Très très bon, d'ailleurs, ça doit beaucoup te parler ce genre de truc. C'est intéressant. Et justement, cette figurine, il me semble on a commencé à la voir dans Dawn of War 1. Je crois que c'est ça. Et puis après, elle est sortie en figurine. Donc très intéressant. Et est-ce que, on va te donner un petit bonus, est-ce qu'il y aurait un personnage nommé qui te viendrait à l'esprit? C'est toujours sur les Eldar, c'est le sniper nommé là. Ah, super, je n'ai pas son nom non plus. Ah, Illyrienne. Ouais, c'est ça. Alors, on va demander à. Lui, je le trouve hyper classe. C'est ça. Dans les ombres, tu me vois pas, je mets une boulette, j'aime bien. Puis ça, sa collègue Vassili Zaitsev, donc ouais. Ah oui, carrément, c'est clair. Alors, si tu étais une règle, un stratagème ou un sort. Si les règles ne stipulent pas qui a raison, lancez un dé, celui qui fait le plus gros gagne. Ah yes, excellent. Excellent. Règle de base qui n'est pas assez utilisée, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, rebuvez une bière et rediscutez. Parce que bien souvent, on se prend la tête sur des points de règle. Bien sûr. Alors qu'à un moment, tu lances un dé à 6, tac, faut pas casser le rythme, et tu reviens après dans la Bible et tu regardes, là, c'est quoi le point de règle, et tu te mets d'accord, mais faut pas casser le rythme du jeu. Moi-même, je suis le premier à ne pas le faire suffisamment. Donc, faut faire ça. Si tu étais un bruit dans le hobby, alors pas le bruit du stylo. Je serais un autre bruit, je serais le pchit caractéristique de l'aérographe maîtrisé. Ouais. Quelqu'un qui maîtrise l'aérographe, tu entendras alors que si c'est un débutant, tu entendras souvent Ah d'accord. Moi je suis plus il va falloir qu'on en parle. Parce que tu sais où tu shootes. Ah yes. Si vous... Alors, c'est une question intéressante pour quelqu'un qui a commencé à 13 ans. Si tu ne faisais pas de hobby, qu'est-ce que tu ferais? J'aurais fait une carrière soit de militaire, soit de sportif de haut niveau. Ah ouais. Militaire, pourquoi ça? Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été pris chez Games Workshop et j'ai été pris dans la marine chez les commandos. 2 uniformes, j'ai choisi Games Workshop et ça a fait de moi un artiste 30 ans après. Et, si j'avais pas fait ça, j'aurais fait militaire. Ouais. J'aurais pas été le même bonhomme par contre. Mais pourquoi pas. Yes. Bah, moi, il m'avait pas pris chez Games Workshop parce que j'avais pas fait mon service militaire. Donc j'ai fait mon service militaire et puis après, je suis parti ailleurs. Enfin. Si tu étais devant l'empereur ou Jervis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu l'entendre te dire? Continue. Bien. Ouais. Ah ouais, l'empereur qui dit continue, c'est bien petit en te tapant sur la tête, c'est classe quand même. En tout cas, merci beaucoup Vincent, VD Studio, Vassili.z pour ceux qui sont sur le Warfo. Bien sûr, tous les liens sont dans la description, on le rappelle, mais ça, vous en avez l'habitude. Donc, longue vie à VD Studio, qui a déjà une longue vie, puisque plus de 10 ans, félicitations déjà, rien qu'en soi, de tenir 10 ans sur un projet personnel, artistique, ça prouve toutes les qualités de ténacité, les qualités artistiques, et il faut un nombre de qualités assez, c'est pas pour faire du truc, mais je veux dire, tenir 10 ans dans un projet, dans une niche, dans un machin, enfin voilà, il faut un certain nombre de qualités. Je reprends la parole à propos de ça, ça pourra aider ceux qui démarrent. On parlait tout à l'heure des qualités qui, à mon sens, il faut avoir pour faire ce métier-là.
il faut être quand même d'abord foncièrement insolitaire, parce que vous êtes souvent seul devant votre pinceau. Ça, c'est important, il faut pouvoir tolérer la solitude. Heureusement, il y a une chaîne YouTube pour accompagner en fond. ou d'excellente musique, ça marche aussi. Ou les audiobooks, ça marche aussi. Ah oui, j'ai fait ça. Quand tu as des trucs qui sont pas hyper précis, tu n'as pas besoin d'une très grande concentration, un audiobook, ça marche. Donc, bonne tolérance à la solitude. Il faut être un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être qu'un artiste, il faut savoir faire rentrer l'argent et le faire sortir aussi. Donc ça, investir, être carré. Au bon moment, c'est très important. Et il faut avoir une grande endurance mentale, parce que c'est pas facile de s'y mettre tout seul entre 25 et 50 heures par semaine. Ça, c'est des fois avec aussi pas le retour qu'on voudrait, et ainsi de suite. C'est ouais. Il faut être tenace. Hein. Tenace. C'est de toute façon une chose des rancunes. Il faut vraiment être tenace, ouais, c'est important. Et puis la dernière, et celle-là, c'est à mon avis, elle est sine qua non. Si vous n'êtes pas le peintre le plus rapide de votre club, c'est pas la peine de vous lancer. Je me rappelle d'avoir entendu dire ça déjà. Je le redis, hein, il faut que vous ayez la capacité innée d'avoir une bonne maîtrise œil-main. Il faut que vous soyez Lucky Luke, quoi. Il faut peindre vite et bien. Si vous n'avez pas ça, vous serez trop lent. Si vous êtes trop lent, vous n'êtes pas rentable. Fin du match. D'accord. Et alors, ça se travaille, ça, quand même. Ça se travaille, et techniquement... certaines personnes ont des capacités qui sont supérieures à d'autres, sans vouloir faire de politique ou quoi. Il faut avoir vraiment une excellente maîtrise main-œil pour avoir une grande vélocité. D'accord. Et après, les techniques permettent d'augmenter encore ça. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on en parlait hors antenne, tu as la capacité, enfin, c'est dans tes prérogatives d'apprendre aux gens aussi les bonnes méthodes pour peindre vite. Ah mais bien sûr. Mais moi, Notamment mes cours sont pas des cours de peinture d'art. Hein. Encore une fois, je suis peintre d'armée, moi. Si vous voulez apprendre à peindre une armée rapidement et efficacement avec certaines pièces plus travaillées que d'autres, venez chez moi. Si vous voulez gagner une Slayers World, allez chez des gens qui ont déjà gagné des Slayers World. Chacun son métier. Voilà. Parce que tu m'expliquais hors antenne que, par exemple, tu reçois les figurines non montées pour pouvoir les mettre sur des tiges, les prémonter suivant s'il y a des capes, des machins, des trucs, pour pouvoir les enchaîner, les têtes les enchaîner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait partie de la cuisine technique de ce métier. Bon, après, chaque peintre pro a ses méthodes. Hein. Certains peignent en pièces toutes collées. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Je peins tout en pièces détachées. Et ça permet d'avoir... à la fois, à mon sens, une meilleure qualité, parce que ça veut dire que tu peux shooter, entre guillemets, toutes les parties de la pièce, et donc d'avoir une finition une fois la pièce collée complète. C'est-à-dire que quand tu retournes la figurine, elle est peinte, même en dessous. Hein. Et l'autre raison, elle est évidente, c'est que tu travailles la chaîne. T'as taylorisé complètement. Bah, il faut. Alors c'est moins marrant, hein. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut de l'endurance mentale, parce que quand tu te tapes 60 têtes de Space Marine ou 60 bolters à la suite, voilà. Mais si tu le fais pas, eh bien tu vas perdre du temps. Si tu en as 60, les 10 premiers c'est lent, et puis les 60 derniers, ton œil et ton cerveau connaissent par cœur le geste. Tu deviens chinois, quoi. Petit scarabée. C'est ça. Alors, on rappelle donc que tu donnes des cours, que tu fais des devis, il faut te contacter et que tu... Par mail. Voilà, donc tous les liens dans la description, on le rappelle. Et puis, on va faire un petit mot aussi, et que tu n'es pas contre, aussi peut-être donner des cours collégials dans une association. Ouais, pourquoi pas, voilà. Sans souci. Ouais. Alors... un petit retour aussi sur ton association dans laquelle tu es. Les Magistères Lemovis Forbanis, basés à Limoges. Il y en a alors, tu peux le redire. Magistères Lemovis Forbanis, les maîtres de guerre bannis. D'accord. Parce que historiquement, la mairie n'avait pas voulu nous donner une salle en centre-ville, donc on s'était retrouvés à 20 bornes de Limoges. Enfin bon, je passe les détails. Dans lequel on joue à beaucoup de jeux, 40 000 et aussi King of War. Voilà. Et un peu de jeu de rôle, d'autres trucs comme ça, du jeu de plateau, pas du tout? Alors il y a une partie qui joue au jeu de plateau et au jeu de rôle aussi. Ouais. Mais il y a aussi Limoges Wargame à Limoges, qui est un excellent club, et vous pouvez avoir plus d'infos en allant aux Games de Limoges. Sacha, le manager, vous en parlera mieux que moi. D'accord. Et juste pour ton association, les horaires d'ouverture, c'est quand?
Alors, de mémoire, c'est le dimanche et le jeudi soir, mais j'en suis pas certain. Et ça dépend des fois des dispos, mais vous trouverez sur le net toutes les informations. On mettra les liens, voilà. Alors, merci encore Vincent de t'être prêté au jeu pas facile du questionnaire de l'Ordo Obistratum. Je veux toujours la mettre cette phrase. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Si vous avez aimé alors d'abord merci beaucoup d'être venu, parce que merci à toi, vraiment c'était un vrai plaisir. Et puis c'est une belle rencontre. J'ai ben voilà, film français, c'est une belle rencontre. Bravo. Non, je ne désespère pas de te faire venir jouer aussi. Alors pas à 40 000 parce que tu as cessé d'y jouer, mais à d'autres jeux et puis aussi tiens te faire travailler un peu sur le CDA, tiens, ce serait une bonne idée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme on dit au Québec, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous, ça c'est très important, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos cercles de jeux. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo, et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous aurez jusqu'à moins 20% sur vos achats Games Workshop chez notre partenaire click29-hobby.fr, qui a un site internet et aussi un magasin à Landivisio en Bretagne. Que dire de plus? On se retrouve très bientôt sur 40K Wargamers TV pour d'autres vidéos, mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise... La puissance n'est rien? Non, sans maîtrise... Je l'ai pas. La chagate n'est rien. Ah ouais.